Depuis le début de la guerre qui a été imposée, infligée et lancée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens sont inquiets. Ils sont inquiets, paniqués, angoissés que l'Algérie serait la prochaine cible de ces puissances israéliennes et américaines. Nous allons utiliser aujourd'hui un ouvrage de référence. Cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, et comme vous le voyez à l'écran, est un atlas. Alors, les objectifs stratégiques des autorités algériennes sont les suivants. Garantir l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. L'armée, acteur majeur de la survie du régime, instrumentalise les tensions avec le Maroc, la France et Israël. S'imposer comme le leader naturel du Maghreb. Face au Maroc, soutien idéologique et matériel au Front Polisario pour faire pression sur Rabat, trouver à terme un débouché vers l'océan Atlantique. Projeter son influence en direction du Sahel, tout en contrôlant la partie désertique. Renforcer la coopération énergétique et d'armement avec la Russie et la Chine sans tomber sous leur influence. Ses atouts, un armement nombreux et très performant, capacité significative de frappe dans la profondeur, chasseurs de 4e génération, drones armés et de projection et de force. Par contre, au niveau des vulnérabilités, faible motivation de nombreux conscrits, l'armée algérienne n'est pas une armée professionnelle, expérience opérationnelle limitée à la contre-insurrection, l'armée algérienne n'a pas fait de guerre, doctrine d'emploi rigide d'inspiration soviétique. Depuis le début de la guerre qui a été imposée, infligée et lancée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens sont inquiets. Ils sont inquiets, paniqués, angoissés, notamment par un nombre important d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui laisseraient dire que l'Algérie serait la prochaine cible de ces puissances israéliennes et américaines qui voudraient redessiner totalement et radicalement l'ordre géopolitique régional et international en se débarrassant de tous les pays qui refusent de normaliser leurs relations ou de reconnaître ou de pactiser ou de se soumettre à l'agenda d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Des informations falsifiées, exagérées, fantasmées, manipulées. Les Algériens et les Algériennes ne savent plus qui croire. Est-ce que leur pays est en sécurité? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Est-ce qu'ils doivent s'alarmer? Quelle est la part de vérité? Quelle est la part du mensonge? Aujourd'hui, dans ce numéro des enquêtes d'Algérie Part, nous allons vous expliquer et vous démontrer en utilisant un ouvrage, parce que c'est important de lire, les amis. Et c'est important de lire quand on ne lit pas. Quand on ne lit pas, on sombre dans l'ignorance. Et l'ignorance engendre la crainte et la crainte engendre la haine. Et malheureusement, quand on est ignorant, on est facilement manipulable par toutes les désinformations possibles et imaginables. Nous allons utiliser aujourd'hui un ouvrage de référence, et nous allons vous expliquer, en s'appuyant sur l'analyse lucide et brillante de cet ouvrage, que l'Algérie ne sera jamais ciblée par l'Occident comme l'Iran, parce qu'il n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Occident de voir l'Algérie sombrer ou s'effondrer dans une crise politique et insécuritaire, où il n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Occident de voir le régime algérien ou l'État algérien s'effriter ou s'effondrer totalement, car cela pourrait entraîner l'ensemble de la sécurité régionale dans une situation et dans une impasse dangereuse, avec des impacts et avec des conséquences désastreuses sur la sécurité elle-même des pays occidentaux qui sont alliés des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Cet ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui, et comme vous le voyez à l'écran, est un atlas. Il est peut-être très peu connu malheureusement, mais je pense que nos compatriotes devraient absolument le lire, parce qu'il s'agit d'un ouvrage très fiable. C'est un ouvrage très fiable qui s'appelle l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. C'est une édition qui date de 2022. C'est un ouvrage fiable pour une raison simple, c'est qu'il associe de nombreux experts et de nombreux spécialistes de la région, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et cet ouvrage est considéré comme fiable parce qu'il est une référence sérieuse et reconnue dans le domaine des études stratégiques. Très peu d'ouvrages sont aussi fouillés, approfondis et contiennent des analyses formulées, élaborées ou réalisées par des experts issus de tous les horizons et de diverses nationalités. C'est un ouvrage qui présente une analyse objective, basée sur un contenu réalisé sur une méthodologie scientifique
Et c'est un ouvrage qui s'intéresse pour vulgariser les notions géopolitiques auprès du grand public. Il a été édité et réalisé par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est un think tank basé à Toulon. Il a été conçu pour être accessible au grand public tout en servant d'outil de référence pour les journalistes, les universitaires, les économistes, les militaires, les élus, les diplomates, etc. Cet ouvrage, il essaye en tout cas, dans ses chapitres, de traiter de tous les grands enjeux de la Méditerranée, de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Il propose une analyse géopolitique synthétique avec des cartes géographiques, qui expliquent les routes maritimes mondiales, la question des câbles sous-marins, les stratégies américaines et chinoises dans la région, il explique les défis sécuritaires. Et surtout, sa force de cet ouvrage, c'est qu'il propose des fiches. Chaque pays de la région, il lui consacre une fiche pour parler de ses forces militaires, de ses faiblesses, de ses capacités économiques, des objectifs de ses dirigeants, de ses autorités, de ses atouts, de ses relations, de ses connexions, de ses alliances, de ses crises, des conflits, des rapports conflictuels, des postures géopolitiques, des objectifs stratégiques, d'évaluation de ses forces armées. Il y a des étoiles, il y a un système d'évaluation qui est proposé par cet ouvrage, des bilans sur les rapports de force en ce moment dans la région, des graphiques comparatifs pour parler de la démographie, des dépenses militaires, des croissances économiques, des déploiements militaires, des cartes visuelles et des cartes des visuels originaux, des liens avec des versions anglaises aussi qui sont disponibles. C'est un ouvrage vraiment capital qui a associé plusieurs experts, encore une fois, et des spécialistes de la région. Je vous le conseille fortement. Bien sûr, vous n'allez pas le trouver, je crois, dans les librairies en Algérie. Très compliqué de le trouver. En tout cas, c'est aujourd'hui l'un des rares ouvrages les plus complets et les plus objectifs, réalisés encore une fois par un think tank très connu, lié à des universités françaises, lié aussi à des centres de décision importants en France. Je rappelle que l'éditeur de cet ouvrage, qui est la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, elle travaille aussi avec énormément de centres de recherche ici en France, avec des universités françaises comme l'université de Toulon, Côte d'Azur, Aix-Marseille, Sciences Po. Il est aussi partenaire, ce think tank, ce centre de réflexion. Il est partenaire de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des armées. Et d'ailleurs, il est souvent cité dans des rapports officiels comme le Sénat français, comme le Centre d'études stratégiques de la marine et d'autres institutions françaises. Cet ouvrage, quand on va s'intéresser à la fiche qu'il a consacrée à l'Algérie, il nous apprend beaucoup de choses. Alors, le recul nécessaire dont ont fait preuve les rédacteurs de cet ouvrage, a permis vraiment de comprendre l'évolution géopolitique de l'Algérie et son emplacement sur la scène internationale avec beaucoup de lucidité. Quand on va regarder la page 62, le chapitre consacré à l'Algérie commence depuis la page 62. Alors, il nous explique, dans la page 62, il y a un système d'étoiles. Il note par exemple la résilience, la capacité de résilience des forces armées algériennes, leur motivation, leur aptitude au combat, leurs équipements, et la doctrine. Et même, il a même noté la doctrine d'emploi des forces armées algériennes. Alors, c'est l'un des rares ouvrages où, sans faire de littérature, sans faire de l'idéologie, et sans tomber dans le piège des interprétations politiciennes à travers le prisme de l'histoire, à travers le regard complexé de l'Occident sur un pays maghrébin, sur un pays arabe. Avec beaucoup de facilité, cet ouvrage a dressé ou a établi les objectifs stratégiques des autorités algériennes. Il a vraiment résumé
en 4 points. 1, 2, 3, 5 points. En 5 points. En 5 points, cet ouvrage a résumé, et je trouve que c'est très lucide. Moi qui est algérien, qui observe, qui est un acteur de l'actualité algérienne, qui connaît énormément de monde au sein du régime algérien, dans ces 5 points, j'ai vraiment retrouvé tout l'esprit des dirigeants algériens et les agendas qu'ils utilisent pour gouverner le pays. Alors, les objectifs stratégiques des autorités algériennes sont les suivants. Garantir l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays, par tous les moyens, en s'assurant de la loyauté de l'armée, en luttant contre les groupes djihadistes qui ont menacé le pays dans les années 90. L'armée, acteur majeur de la survie du régime, instrumentalise les tensions avec le Maroc, la France et Israël. Deuxième objectif, s'impose, c'est-à-dire que l'armée instrumentalise souvent ces tensions pour renforcer le sentiment de l'unité nationale et pour renforcer et garantir l'indépendance du pays et l'intégrité territoriale. S'imposer comme le leader naturel du Maghreb face au Maroc, soutien idéologique et matériel au Front Polisario pour faire pression sur Rabat, c'est-à-dire le Maroc, et trouver à terme un débouché vers l'océan Atlantique. Projeter son influence en direction du Sahel, tout en contrôlant la partie désertique, pour éviter qu'elle soit déstabilisée par les groupes armés djihadistes et l'irrédentisme des populations transfrontalières, l'Azawed, à savoir le nord du Mali, les tribus Touareg, qui viendraient menacer les sites gaziers et pétroliers représentant 95% des devises du pays. Renforcer la coopération énergétique et d'armement avec la Russie et la Chine sans tomber sous leur influence. Et enfin, maintenir des liens forts avec la Tunisie et des liens importants avec l'Espagne et l'Italie, ces deux principaux clients européens en termes d'hydrocarbures, mais aussi avec l'Allemagne, avec laquelle elle partage d'intérêts croissants économiques et militaires. Voici les objectifs stratégiques des autorités algériennes. C'est bien résumé. Pas de jugement de valeur, pas de polémique, pas de lecture idéologique, pas de lecteur biaisé, que les faits, rien que les faits. Et c'est effectivement ça les objectifs du régime algérien. Le régime algérien n'a pas pour objectif de dominer la région ou d'être de s'ingérer dans les affaires externes des autres pays. Il veut juste se protéger lui-même, garantir sa survie, protéger le pays, éviter un grand territoire comme le territoire algérien qui ne se désintègre face à des mouvements séparatistes, face à des tentations séparatistes, s'imposer, ne pas se laisser dominer par le Maroc voisin qui est de plus en plus soutenu par les puissances occidentales et notamment depuis sa normalisation avec Israël et le soutien dont il jouit de la part des monarchies du Golfe, notamment des Émirats arabes unis. Projeter son influence au Sahel, parce que le Sahel, c'est quand même la région, l'arrière-cour de l'Algérie et les sites gaziers, pétroliers de l'Algérie dans l'extrême sud, leur sécurité pourrait être menacée. C'est le Sahel, c'est les tensions sécuritaires ou c'est les conflits au Sahel sont exportés vers le territoire algérien ou ils sont téléportés sur le territoire algérien. Renforcer la coopération avec la Chine et la Russie, mais sans tomber sous leur influence. Le régime algérien veut rester autonome, ne veut pas être un régime anti-occidental, etc. Et par la suite, ça c'est la page 64 où nous retrouvons ces objectifs. Maintenir des liens forts avec la Tunisie, avec l'Espagne et l'Italie et l'Allemagne. C'est bien résumé et bien expliqué. Ensuite, cet ouvrage nous dit quels sont les atouts et les vulnérabilités des forces armées algériennes. Alors, on parle beaucoup de l'armée algérienne, on a bien compris que l'armée algérienne, on le sait, on le dit tous les spécialistes qui parlent de l'Algérie, tous les experts, tous les analystes, présentent à juste titre l'armée algérienne comme la colonne vertébrale du pays, comme le véritable détenteur du pouvoir. Ses atouts, un armement nombreux et très performant, capacité significative de frappe dans la profondeur avec des missiles balistiques, missiles de croisière avec changement de milieu, chasseurs de 4e génération, drones armés et de projection et de force, équivalent de ces régiments. Capacité significative de déni d'accès, c'est-à-dire l'armée algérienne a la capacité d'empêcher les forces militaires étrangères, y compris des puissances internationales, de violer son espace aérien, de la bombarder. On a des forces, on a des capacités de frappe, de lutte de défense antiaérienne, etc. Et on peut résister plus solidement contre une puissance qui veut envahir le territoire algérien. Capacité en croissance dans le domaine de l'invisible, surveillance, renseignement, action non attribuable, force spéciale, menace sous-marine.
Par contre, au niveau des vulnérabilités, faible motivation de nombreux conscrits. L'armée algérienne n'est pas une armée professionnelle. Elle s'appuie encore beaucoup sur les services militaires. Alors les jeunes qui font le service militaire ne veulent pas tous, la majorité d'entre eux ne veulent pas faire, ne veulent pas devenir, ne veulent pas passer leur vie au sein de l'armée, ils ne veulent pas sacrifier leur vie pour l'armée, ils n'aiment pas la vie, le régime militaire, etc. Et donc, ils n'ont pas envie d'avoir une carrière de militaire. Expérience opérationnelle limitée à la contre-insurrection. L'armée algérienne n'a pas fait de guerre. Elle a lutté contre l'insurrection terroriste islamiste durant les années 90, c'est une guerre civile, mais elle n'a pas d'expérience dans la gestion d'un conflit conventionnel ou d'une guerre à l'extérieur de ses frontières avec un ennemi extérieur. Territoire vaste, les territoires algériens sont très vastes, largement désertiques, très difficiles à contrôler. Doctrine d'emploi rigide d'inspiration soviétique. On est très dépendant des méthodes de formation et des méthodes d'organisation de notre armée héritées de la méthodologie soviétique. Fossé générationnel entre l'encadrement intermédiaire et la hiérarchie supérieure très âgée. Effectivement, c'est un gros problème de l'armée algérienne où nous avons des généraux qui sont âgés de plus de 75 ans, voire de plus de 80 ans, avec des colonels et des officiers supérieurs qui sont âgés de moins de 50 ans, de 45 ans. Il y a un fossé générationnel et souvent des incompréhensions, des manières de réfléchir complètement différentes et des valeurs différentes. Dépendance aux pays fournisseurs. L'Algérie ne fabrique pas ses propres armes, très dépendant vis-à-vis de la Russie, de la Chine et de l'Allemagne et des autres pays dont elle importe les armes, et des faibles capacités cybernétiques. L'Algérie, selon cet ouvrage, ne dispose pas d'atouts majeurs ou de forces impressionnantes en termes de cyberguerre, c'est-à-dire la guerre électronique ou les guerres électroniques ou la cyberguerre, tout ce qui se passe sur les réseaux, etc. Le hacking, l'espionnage, le cyberespionnage, la cybersécurité, le piratage, les opérations lancées contre les infrastructures numériques. Maintenant, cet ouvrage nous explique par ailleurs que l'Algérie a là des capacités importantes. Au niveau des forces aériennes, par exemple, on a 110 avions, 45 hélicoptères, des drones armés. On a un porte-hélicoptère au niveau des forces navales, on a 5 frégates, on a 3 chasseurs de mines, on a 16 vedettes lance-missiles. L'Algérie, c'est une armée vraiment sophistiquée. Les forces terrestres, on a 5 divisions, 2 blindés, 2 divisions blindées, 2 divisions mécanisées, 1 division aéromobile, 8 brigades autonomes, 2000 véhicules blindés, des missiles sol-air portatifs. Tout cela s'est expliqué dans la page 66. Rien à voir, l'armée algérienne, rien à dire plutôt, c'est indéniable. L'armée algérienne, elle a 5 avions ravitailleurs, 3 avions de guerre électronique, des drones armés. Elle a une capacité de nuisance très importante. Très importante. Maintenant, quand on vient à la synthèse, la page 67, à la synthèse de ce rapport sur l'Algérie. La synthèse, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend que l'armée nationale algérienne reste la mieux équipée d'Afrique du Nord. Politisée aux échelons supérieurs et peu motivée aux échelons inférieurs, elle reste d'abord et avant tout l'assurance vie, voire l'incarnation d'un régime à bout de souffle. Bien que ses capacités offensives soient réelles, elle reste structurée pour la défensive selon une doctrine rigide d'emploi des forces calquée sur l'ancien modèle soviétique. Nul doute que l'armée serait performante dans la défense du territoire algérien si celui-ci venait à être attaqué, même si elle reste aujourd'hui tournée vers la lutte anti-insurrectionnelle et la chasse aux groupes armés djihadistes. Donc ce rapport reconnaît que l'armée algérienne elle a la capacité de défendre efficacement et correctement le territoire algérien, qu'elle peut infliger donc des pertes et nuire directement aux puissances militaires qui pourront ou qui s'aventureront à attaquer l'Algérie. Pour faire diversion des situations intérieures très dégradées et justifier ses dépenses militaires disproportionnées, le régime algérien n'hésite pas à instrumentaliser depuis l'indépendance les tensions avec le Maroc, Israël et avec la France sur un registre différent. Compte tenu de l'importance majeure de sa diaspora, il pourrait disposer d'une capacité d'influence très forte sur la France, qui exerce une très grande puissance d'attraction sur la population algérienne. Si le régime venait à s'effondrer, le risque serait. Et là, c'est la partie la plus intéressante.
c'est le régime algérien s'effondre. Il est militarisé, il instrumentalise les tensions avec le Maroc et Israël pour survivre, il peut se défendre, mais si par malheur le régime algérien s'effondre, quels sont les risques? Il y a 3 risques. Les risques sont les suivants. Voir l'ANP, l'armée nationale et populaire, reprendre les commandes du pays comme elle l'avait fait en 1992 en trouvant un compromis avec la mouvance islamiste, scénario le plus probable. 2. De voir l'armée se lancer dans une aventure militaire contre l'ennemi héréditaire marocain pour faire diversion des difficultés intérieures, c'est-à-dire lancer une guerre contre le Maroc pour faire diversion sur les difficultés intérieures. 3. Voir l'ANP se déliter au profit de groupes armés autonomes et d'unités militaires en rupture de banc, susceptibles de puiser dans son arsenal d'armes ultramodernes, déstabilisant la Méditerranée occidentale et la région du Maghreb. Déstabilisant la Méditerranée occidentale et la région du Maghreb. Et c'est là le risque le plus élevé si le régime algérien s'effondre, c'est le risque le plus élevé pour l'ensemble des pays voisins, et notamment pour les pays du sud de l'Union européenne. C'est l'Algérie, c'est le régime algérien s'effondre, c'est l'État algérien s'effondre. Alors là, on parle du régime algérien, parce qu'il est possible d'avoir une chute du régime et pas une chute de l'État. Encore une fois, en faisant la différence entre le régime et l'État. L'État, c'est les appareils technocratiques et les appareils politiques, administratifs qui garantissent le fonctionnement d'un pays, qui veillent sur le bon déroulement, le bon fonctionnement d'un pays. Un régime, c'est l'ensemble des décideurs et des lobbies et des groupes restreints de décideurs qui ont une influence et qui instrumentalisent les institutions de l'État pour leurs agendas personnels. Mais un effondrement du régime, est clair, va bousculer et déstabiliser l'État algérien. Cet effondrement, il est brutal. S'il fait suite, par exemple, à une intervention militaire, ou à une révolte populaire très violente, ou à une guerre civile, le risque, il est énorme pour l'Occident, puisque le cauchemar de l'Occident, c'est de voir l'Algérie devenir un pays dominé par des groupes armés autonomes et d'unités militaires en rupture de banc qui peuvent puiser dans leur arsenal d'armes ultramodernes pour déstabiliser la Méditerranée orientale et la région du Maghreb. La Méditerranée occidentale plutôt, c'est tout ce qui est Espagne, France, Italie. Ça, c'est la Méditerranée occidentale, alors que la Méditerranée orientale, c'est à partir de la Grèce, la Turquie, Chypre, etc.